Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, on passera en revue les dossiers chauds et l'actualité avec Laura Roba, analyste biotech medtech chez Degroof Petercam. L'entretien est lui consacré à Laurence Rodriguez, directrice générale de Gensight, le journal des biotech. C'est parti. Et on retrouve pour ce point d'actu Laura Roba, analyste biotech medtech chez Degroof Petercam. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Alors, pas mal de sujets à passer en revue. On va commencer peut-être par l'action qui se distingue récemment avec une belle progression. On va parler de transgène qui grimpe de près de 20% sur une semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de transgène, Laura ? Alors Transgène, pour rappel, donc c'est une biotech française qui est spécialisée dans tout ce qui est immunothérapie et du coup elle développe des vaccins thérapeutiques individualisés et aussi des virus oncolytiques contre le cancer. Et elle a actuellement 4 immunothérapies au stade clinique. Donc elle a 2 vaccins thérapeutiques individualisés, un contre les cancers HPV positifs et un contre tout ce qui est cancer de la tête et du cou. Oui. Et ils sont tous les deux en phase 2. Et puis, elle a 2 virus oncolytiques également en clinique en phase 1. Alors, ils vont avoir un deuxième semestre assez chargé puisqu'on va avoir les résultats de leur étude dans les cancers HPV positifs, mais aussi des premières données sur l'essai de phase 1 pour leur virus oncolytique dans le cancer du poumon. Ouais. Et on voit d'ailleurs que les virus oncolytiques, en tout cas que cette ère thérapeutique, elle est un petit peu... elle revient sur le devant de la scène en ce moment, on a l'impression. Hein. Oui, on voit qu'il y a vraiment un renforcement de l'attrait de tout ce qui est vaccin thérapeutique contre les cancers. En France, par exemple, il y a Osimmuno qui a reçu récemment 8 millions de la BPI. En Belgique, PDC-Line Pharma a publié des résultats qui étaient intéressants. Et puis, on attend encore cette année du côté de BioNTech et aussi de Moderna des résultats pour leurs vaccins également. Oui, et effectivement, à suivre, ça va être important. Autre société dont on voulait parler, Aelis Pharma, qu'on avait reçu au moment de son introduction dans le journal des biotech, biotech françaises, hein, qui développe des traitements innovants pour les maladies du cerveau, notamment les troubles liés à la consommation excessive de cannabis, et qui a publié récemment ses résultats annuels, là aussi. Où en sont-ils de leur développement ? Alors effectivement, ils ont 2 candidats médicaments actuellement. Donc comme vous l'avez dit, un médicament qui vise le traitement de l'addiction au cannabis, qui est actuellement en phase 2 aux États-Unis. Et puis ils ont un autre candidat médicament qui lui vise les troubles cognitifs qui sont associés à la trisomie 21 et qui est en phase 1. Alors après les vacances d'été, on attend les résultats de son étude dans les troubles liés au cannabis. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont un partenariat en place avec Indivior, qui est un acteur spécialisé dans tout ce qui est traitement des dépendances. Et ce partenariat prévoit que dans les 2 mois qui suivront la publication de ces résultats, donc après l'été, Indivior peut décider ou non d'exercer son option de licence, ce qui veut dire que potentiellement Aelis recevrait un paiement de 100 millions. Et puis, s'il exerce son option, Aelis sera éligible également pour 340 millions de paiements d'étape et des redevances sur les ventes d'environ 15%. Et je pense que, outre l'aspect financier, en fait, ce partenariat, il apporte une certaine validation aussi à la technologie d'Aelis. Donc ça, c'est pour ce qui est cannabis. Et puis, pour ce qui est de l'étude menée sur la trisomie 21, là, le recrutement des patients, il devrait être clôturé en mai et on attend les résultats à la fin du 3e trimestre. Bon, donc un news flow important qu'on va surveiller là aussi sur Aelis Pharma. On voulait évoquer également Onward qu'on a reçu récemment avec cette belle promesse, un medtech coté en Belgique et aux Pays-Bas qui développe des dispositifs, notamment pour permettre de marcher aux gens qui ont eu des atteintes de la moelle épinière. Ils ont levé récemment des fonds. Et puis eux aussi, ils attendent peut-être une autorisation de mise sur le marché américain. C'est ça, d'ici la fin de l'année, Laura ? Effectivement.
C'est ça. En fait, ils ont deux dispositifs. Donc, il y a un dispositif externe qui, lui, vise effectivement à rétablir la fonction des membres supérieurs, donc les mains, les doigts, les bras. Ouais. Et ce dispositif, ils ont soumis une demande de mise sur le marché auprès des autorités américaines récemment. Et donc, on attend l'approbation d'ici 5 à 9 mois, donc effectivement potentiellement avant la fin de cette année. Ouais. Et puis, ils ont un deuxième dispositif qui, lui, est un dispositif interne qui va être implanté au niveau de la colonne vertébrale et qui lui vise dans un premier temps à rétablir la pression artérielle et puis dans un second temps, comme vous l'avez dit, permettre la mobilité des jambes et repermettre à ces personnes de marcher. Mais donc ça, c'est à plus long terme. À plus long terme, même si on peut quand même souligner qu'il y a une vraie innovation technologique de Downward sur ces sujets-là. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, si on fait un peu un tour d'horizon du marché, ce qui est utilisé, c'est en rééducation, c'est par exemple les exosquelettes, parce qu'ils offrent un degré de mobilité plus élevé pour les patients, mais premièrement, ils coûtent très cher, il y a des obstacles au niveau du remboursement, et il faut un certain niveau de formation pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, il y a des autres systèmes de neurostimulation implantables également, qui sont commercialisés par exemple par Medtronic ou Abbott, mais ils se concentrent sur la gestion de la douleur. Et puis, il faut rappeler que Onward a un grand nombre de brevets qui ont été déposés, et donc quiconque voudrait se lancer dans ce genre de dispositif va se retrouver bloqué à un moment donné. Bon, on fera le point aussi sur l'actualité d'Onward, en tout cas avec cette belle promesse de cette medtech. Et on voulait terminer par parler de Radiopharma, parce qu'on avait évoqué il n'y a pas si longtemps avec Frédéric Gomez cette société intéressante, et Kurt Ziegler, et vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, attendez Laurent, nous aussi en Belgique, on a des sociétés intéressantes dans ce domaine, avec une que vous aviez envie de partager avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il s'agit de IBA, donc Ion Beam Applications. Alors, c'est une entreprise qui est active principalement aujourd'hui dans la protonthérapie, aussi dans tout ce qui est stérilisation, etc. Et ils ont récemment créé une joint venture avec le Centre de recherche nucléaire belge qui vise à produire de l'actinium en grande quantité. Alors en fait, donc l'actinium, il est utilisé dans la médecine nucléaire. Il y a pas mal de grandes pharma qui sont en train de faire des études cliniques sur ce radioisotope. Et on a vu pas mal d'acquisitions en fait. Récemment, on a vu Bristol Myers qui a racheté RaceBio. On a vu AstraZeneca qui a racheté Fusion Pharma. Et toutes ces pharmas sont en train de travailler sur des traitements à base d'actinium. Alors aujourd'hui, on ne peut pas produire l'actinium en grande quantité. Et donc, Eckler et Ziegler, ils ont mis au point un processus qui permet de produire de l'actinium, mais seulement en quantité limitée, là où IBA est en train de développer une production à grande échelle. Et donc, la construction de leur site, elle va débuter en 2025 et elle sera opérationnelle d'ici 2027. Voilà, IBA, c'est ça aussi, la chance d'avoir des experts, découvrir des sociétés qui sont moins exposées et donc dans ce domaine très particulier de la production d'actinium. C'est ça, Laura ? Exactement. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup pour ce point d'actu. C'était Laura Roba, analyste biotech medtech chez Degroof Petercam. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'entretien Laurence Rodriguez, directrice générale de Gensight. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent Grassin. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Gensight, biotech fondée en 2012, introduite en bourse en 2016, spécialisée dans le développement des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Laurence, vous avez été nommée directrice générale de Gensight, c'était en décembre dernier. Vous avez intégré, alors vous n'êtes pas nouvelle, vous avez intégré la société en mai 2021, vous étiez directrice des opérations pour la France à l'époque. Il y a également un nouveau directeur financier, Yvan Torté, qui a rejoint l'équipe. Au moment de prendre les manettes, les rênes opérationnelles de Gensight, au moment même où nous nous parlons, quel état des lieux vous faites de la société ? Alors les manettes sont prises, donc je suis arrivée, comme vous le soulignez très justement, je suis arrivée une première fois en 2021 pour créer la filiale française. Donc on était très proche de l'étape de commercialisation de Lumevoq.
Et j'y ai passé 2 années à préparer donc ce lancement de Lumevoq pour la filiale française qui avait été créée à l'époque. L'équipe était construite et puis, vous savez comme moi, la nouvelle qui est arrivée de la Commission européenne en avril 2023 et qui nous a donc contraints à fermer toutes les filiales de commercialisation. Et donc j'ai quitté une première fois la société à l'horizon de l'été 2023. Donc je suis revenue avec grand plaisir en décembre 2023 pour prendre donc la direction générale de Gensight. Alors je suis revenue avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois au projet de Gensight, je crois à la capacité de traiter de Lumevoq et je suis accompagnée dans ce défi, puisque c'est aujourd'hui un défi, par une équipe de spécialistes. Donc nous sommes aujourd'hui une douzaine de personnes et donc nous allons conduire ce traitement au marché et à la commercialisation. Alors la situation de Gensight aujourd'hui, elle est, j'allais dire, simple et compliquée. La feuille de route, en tout cas aujourd'hui, on en parlera, est simple. Et ensuite, la partie la plus compliquée étant bien évidemment de rassurer sur la faisabilité et la capacité que nous allons avoir à mener ce projet. Bon, ben oui, bien sûr, parce que vous l'avez dit, le principal actif de la société, c'est bien sûr Lumevoq dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, la NOHL. Si on va aller plus vite, on le sait, vous l'avez dit, FDA et EMA, les deux agences, les deux autorités de santé américaines et européennes, elles ont demandé de faire une étude de phase 3 complémentaire parce qu'elles n'étaient pas, on peut le dire, complètement convaincues par les données que vous aviez présentées. Est-ce que d'ailleurs l'alignement de l'IMA, de l'agence européenne, sur l'FDA vous a surpris? Oui, bien sûr. Alors c'était une surprise. Ça semble plutôt logique quand même quand on se dit bon. Oui. Pas forcément. Alors, ça paraît, c'est toujours la difficulté de refaire l'histoire a posteriori. Donc, ça semble effectivement logique aujourd'hui. En revanche, la FDA s'est toujours prononcée pour une étude avec un bras placebo. Ce qui n'était pas le cas de l'IMA, qui, au début de nos discussions, acceptait en fait d'avoir cette étude de comparaison indirecte et acceptait visiblement de pouvoir statuer et instruire le dossier sur cette comparaison indirecte. Il s'avère que l'IMA, alors sûrement pour de bonnes décisions qui nous apparaissent difficiles à entendre aujourd'hui, mais refuse en avril donc cette comparaison indirecte. Je ne veux pas vous cacher que notre situation d'un point de vue manufacturing, production, ne doit pas non plus aider quant à la décision de donner un accès à Lumevoq. Donc, c'est une double, pour moi, ça sera une double réponse. C'est-à-dire qu'il y a la situation de manufacturing qui complexifie l'environnement et notre position. Et puis, vous avez de l'autre côté le fait que l'étude indirecte, de comparaison indirecte qui était acceptée jusque-là, devient plus possible. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être différent dans le design de cette nouvelle étude baptisée Recover, on le rappelle, et qui va être susceptible d'emporter l'adhésion des deux autorités de santé? Alors, nous sommes en discussion avec les deux autorités de santé actuellement pour définir le protocole de Recover qui sera cette nouvelle étude de phase 3. Donc, ce n'est pas une grande surprise. On nous a demandé depuis déjà quelques années d'avoir une étude avec un bras placebo. Le fameux bras placebo dont on parlait. Voilà. Donc, je crois qu'il est temps d'accéder à cette demande. Donc nous travaillons actuellement avec les deux autorités pour finaliser ce protocole. Les études de faisabilité sont en cours. Donc vraiment le point essentiel de l'étude Recover sera la présence de ce bras placebo qui nous est demandé. Est-ce qu'on peut rappeler le calendrier pour les gens qui nous regardent entre premier recrutement, peut-être premier résultat, où est-ce que ça nous amène? Alors, je vais vous donner un estimatif, puisque comme je vous le disais à l'instant, nous sommes en train de travailler sur le protocole, et tant que le protocole n'est pas complètement figé, il est toujours difficile d'avoir un calendrier figé. L'objectif que nous nous fixons aujourd'hui au sein de Gensight étant d'inclure le premier patient sur la deuxième partie de l'année 2025. D'accord. Et résultat, ça, on verra un peu plus tard. Exactement. Donc, je reviendrai pour vous exposer, le rétro-planning. Bien évidemment, l'idée étant d'aller très vite, puisque vous comprenez que c'est maintenant l'élément essentiel pour ouvrir et l'accès au marché de Lumevoq
à la fois aux États-Unis et en Europe. Et en Europe. Bon, la bonne nouvelle quand même pour Lumevoq, pour cet actif, c'est la reprise attendue prochainement des accès compassionnels en France, à partir du 3e trimestre. L'occasion peut-être de rappeler pour les gens qui nous regardent ce que sont les accès compassionnels, combien de patients seraient concernés et qu'est-ce que cette reprise va apporter à Gensight. 3 questions en une. Oui, alors c'est une étape importante, voire cruciale pour Gensight. Effectivement, nous préparons cette reprise et nous y travaillons actuellement ardemment de l'accès compassionnel. Alors, qu'est-ce que l'accès compassionnel? Donc, l'accès compassionnel, c'est ce qui a remplacé les ATU nominatifs. C'est ça. Donc, depuis autorisation temporaire d'utilisation. Exactement. Oui. Donc, depuis 2021, juillet 2021, en fait, ce nouveau dispositif, qui est une reprise de l'ancien dispositif, permet de traiter des patients avec une thérapie qui n'a pas encore son AMM, qui est réservée à des cas très spécifiques que sont les maladies rares, les maladies dont le pronostic ne peut pas attendre une mise au traitement qui serait postponée par l'attente de l'AMM, pardon. Enfin oui, de l'autorisation de mise sur le marché. Exactement. Donc, urgence à traiter, maladies rares, traitement ne bénéficiant pas encore d'AMM, donc nous sommes exactement dans la situation de Lumevoq. Donc, et j'insiste bien sur le fait que ce serait une reprise, puisque nous avons déjà connu et utilisé ce dispositif par le passé. Et en l'occurrence, me concernant, je l'ai utilisé puisque nous étions la filiale française au cœur de ce dispositif. Donc, c'est une demande qui sera faite patient par patient, par une équipe médicale, autorisée par l'ANSM. Et le laboratoire n'aura qu'à valider le fait qu'il est capable et en mesure de fournir le traitement. Oui. Donc c'est très très important parce que vous imaginez que depuis quelques années, maintenant presque 2 ans, il n'y a plus de traitement par Lumevoq. Donc il y a une file active de patients qui sont en attente de ce traitement. Je pense en tout premier lieu à eux parce que c'est aujourd'hui l'unique traitement long terme qui permet donc d'améliorer l'acuité visuelle de ces patients. Et il est indispensable que nous reprenions comme nous nous sommes engagés lors du 3e trimestre de l'année. Bon, sur l'estimation potentielle du nombre de patients, pareil, trop tôt pour avoir un chiffre ou Non. Alors on commence à en discuter. Alors je voudrais également remercier tout l'écosystème et notamment les professionnels de santé ainsi que les institutions avec lesquelles nous travaillons sur ce sujet. Donc on en parle, les associations de patients. On sait à peu près qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être traiter par an, on est sur des incidences annuelles, entre 25-30 patients par an. Donc on peut imaginer qu'on pourrait traiter très prochainement une petite 50aine sur les 2 prochaines années de patients. Bon, très clair pour ce chiffre. Pour traiter des patients, il faut des lots. Et on le sait, on l'a évoqué, vous en avez parlé, dans le passé, Gensight a eu des problèmes de manufacturing. Alors, le manufacturing, la fabrication de ces traitements de thérapie génique, c'est un enjeu clé, encore plus dans la thérapie génique, parce que c'est particulièrement complexe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème, il est derrière vous? Est-ce que vous disposez du partenaire capable de monter en puissance avec la qualité requise sur la production des lots qu'on va vous demander dans le cadre des études, dans le cadre peut-être de ces accès compassionnels? Absolument. Alors c'est vraiment le point essentiel de notre stratégie. Je pense que nous sommes capables de produire ce traitement, nous l'avons montré par le passé. Donc Lumevoq a déjà été produit, nous avons déjà traité des patients. Nous avons traité même plus de 230 patients au travers des essais cliniques et de l'accès compassionnel. Donc nous sommes capables de le faire. Après, c'est une production qui est sensible. Nous sommes dans la biothérapie. Donc ce n'est jamais gagné. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. En revanche, ce que je voulais signaler, c'est le fait que de gros progrès ont été faits sur une optimisation du procédé industriel a été réalisée. Nous avons eu 2 bonnes nouvelles en fin d'année dernière avec la production réussie de l'eau, donc l'un en septembre, l'autre en novembre. Donc ça, c'est important. Ça montre que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Ce traitement va arriver à l'horizon de l'été 2024. Donc il faut poursuivre. Et c'est vraiment la priorité essentielle de Gensight. Nous savons que le traitement a un effet. Alors,
la démonstration a été discutée avec les autorités, certes, mais nous savons que le traitement a un effet. Le point essentiel aujourd'hui, et j'allais dire l'unique point restant, c'est la production. Et donc c'est vraiment l'attention que nous y portons tous aujourd'hui. Bon voilà, priorité aussi sur la production. Autre nouvelle positive pour l'Umevoc, justement on parlait des autorités de santé, c'est que le MHRA, l'autorité de santé britannique, a elle donné son feu vert pour une demande d'autorisation de mise sur le marché. Quand pourrait intervenir cette décision? Si elle devait être positive, quelle est la taille du marché britannique? Et là aussi, je tire peut-être le trait un petit peu loin, mais dans un best case scénario, quelles seraient les estimations de vente peut-être en année 1? Alors, c'était aussi une très bonne nouvelle Oui. qui est arrivée fin d'année 2023. Donc, les autorités britanniques nous annoncent que nos données cliniques aujourd'hui Leur conviennent. leur conviennent Oui. et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une étude clinique additionnelle. Donc, en fait, les données de Recover nourriront bien évidemment ce dossier à terme, Oui. mais ne sont pas indispensables à la soumission. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Donc, nous allons construire maintenant le dossier. Donc, c'était un accord ou un avis positif pour une soumission. Donc, ce que nous allons faire. Donc, nous prévoyons de soumettre l'année prochaine. D'accord. Et le marché britannique, alors le marché britannique est à peu près de taille équivalente à celui du marché français. Donc, on a un bassin de population qui est globalement identique, avec donc une incidence qui vraisemblablement est identique à ce que nous connaissons en France. Donc nous estimons qu'il y a là aussi une cinquantaine de patients diagnostiqués par an. Alors le diagnostic ne signifie pas que tous ces patients iront au traitement, mais une cinquantaine de patients. Donc si on fait un calcul très grossier, mais à grosse maille. Exactement. On pourrait s'attendre à 30-35 patients traités au Royaume-Uni par an. D'accord. Si, là on se dit l'année prochaine, 2026 peut-être, c'est ça? On pourrait avoir, si l'autorisation était positive, si alors ça pourrait être ça. accordée, ça pourrait être ça. Hein. Ça. De la même manière, je reviendrai aussi pour cette information-là. Nous allons soumettre. Et puis, dès lors que la soumission sera faite, je pense que là, on aura un rétro-planning aussi beaucoup plus clair qui permettra d'avoir des annonces précises. Bon, entre les essais compassionnels, les possibles ventes au Royaume-Uni, vous allez récolter déjà du chiffre d'affaires additionnel et puis aussi des données complémentaires sur l'utilisation de l'Umevoc. Comment vous comptez utiliser finalement ces données pour renforcer la solidité de votre dossier auprès de l'IMA et de la FDA? Ça peut contribuer là aussi à rendre les choses plus simples avec Recover? Alors, je pense que nous n'échapperons pas à l'étude. Non, ça je pense que c'est clair. Oui. Quelles que soient les données de vie réelle. En revanche, ces données sont importantes. Et ce qui a été présenté au NANOS, le congrès américain, en février, montre parfaitement que les résultats obtenus en vie réelle sont très superposables à ce que nous obtenons dans les essais cliniques. Donc ça, c'est une chose qui renforce l'efficacité et la quantité d'effets de l'Umevoc s'il en était besoin. Donc bien sûr, ces données sont importantes. Elles vont nourrir le dossier. Elles ne seront pas déterminantes au point de remplacer une étude de phase 3, mais elles nourriront le dossier, et notamment sur des aspects également de tolérance. Puisque l'Umevoc aujourd'hui est une thérapie génique qui est excessivement bien tolérée, donc nous avons peu ou pas de signaux de PV, de pharmacovigilance. Donc la tolérance du produit est excellente. Ces données de vie réelle aussi alimentent ces données à la fois de tolérance et d'efficacité, et l'objectif étant bien évidemment d'avoir des choses qui soient complètement superposables à ce que l'on retrouve dans les essais cliniques. Bon. Aujourd'hui, forcément, il y a aussi la question du financement. Une augmentation de capital de 5 millions d'euros souscrite par les investisseurs historiques a eu lieu récemment. Un refinancement va arriver également à très court terme via un placement privé, vous l'avez déclaré récemment. De combien doit disposer Gensight, selon vous, pour aborder sereinement les prochaines étapes, les prochains développements à venir? Alors, nous avons bien sûr le retour de l'accès compassionnel qui devrait générer aussi des revenus pour l'entreprise. Nous misons, comme vous le disiez à l'instant, sur les ventes, futures ventes au Royaume-Uni. Et on n'en a pas parlé, mais le Royaume-Uni veut aussi dire, l'autorisation au Royaume-Uni, un accès facilité vers le Canada,
vers d'autres pays pour lesquels la validation par les autorités britanniques vous ouvrirez la appuiera. porte, en fait. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Donc, c'est aussi une source de revenus pour l'entreprise sur laquelle nous allons miser. Nous avons communiqué sur un horizon de cash qui nous amène à fin avril. Donc, bien évidemment, un refinancement est très proche. Court terme, voilà. Est proche. Alors, quand on fait un peu de prospectif et qu'on développe l'Umevoq, on n'a pas encore parlé de GS30, mais on va en parler. On en parlera. On va en parler. Je pense qu'on peut se dire que GenSight est à 30 millions du succès. Oui. 30 millions du succès, la formule est très imagée. En tout cas, elle parle bien, justement. Bah oui, vous l'aviez un petit peu anticipé. Question liée à la précédente. Est-ce qu'il y a encore de la place à court terme pour le développement de votre autre actif, GS30, ça, il est destiné au traitement de la rétinopathie, pigmentaire et il est actuellement évalué dans une étude de phase 1-2 pionnière. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça à très court terme ou est-ce que c'est 100% de l'énergie, des financements, du développement sur l'Umevoq? Alors, le traitement GS30 est aujourd'hui fait l'objet d'une étude clinique de phase 1-2 qui n'est pas terminée. Donc, nous continuons bien sûr le suivi de cette étude. Donc, il y a une place pour GS30, bien sûr. Nous continuons cette étude. Après, il est important pour nous aujourd'hui que l'Umevoq arrive sur le marché. Oui. Donc, la priorité reste l'Umevoq aujourd'hui. Et nous travaillons autour de GS30 à la recherche de partenariats. D'accord. Et possiblement de licences, de co-développement. Nous avons là une vraie longueur d'avance sur la technologie d'optogénétique qu'il faut garder, qui intéresse un certain nombre de partenaires avec lesquels nous sommes en discussion. Donc oui, il y a une place pour GS30 et je pense que ce qui fait aussi la spécificité de GenSight, c'est le fait d'avoir deux actifs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas monoproduits, il y a une suite à l'Umevoq et ça c'est vraiment important. On va finir là-dessus, Laurence Rodriguez. On le voit, la thérapie génique, c'est une stratégie thérapeutique très prometteuse et en même temps, dans bon nombre de cas, on a le sentiment, quand on observe un petit peu le secteur de la santé, que son développement reste lent, complexe, très complexe, coûteux. Quelles raisons vous permettent, vous, d'être optimiste et de convaincre les investisseurs, notamment les particuliers qui sont dans GenSight, d'y croire encore alors que pour beaucoup, ils ont essuyé une lourde déconvenue boursière? Bien sûr. Bien écoutez, déjà, en tout premier lieu, je voudrais les remercier. Je pense qu'on a la chance d'être suivi et soutenu par des investisseurs historiques, mais aussi par bon nombre d'investisseurs de plus petite taille. Et donc, c'est pour moi l'occasion aujourd'hui de les remercier de leur soutien. J'aimerais aussi leur demander de poursuivre leur soutien. Nous avons besoin d'eux. Nous allons rentrer dans une dernière étape qui va être une étape décisive. Alors, j'entends la déception parce qu'on a toujours envie et besoin que ça arrive plus vite. Après, c'est un développement de médicaments. Donc le développement d'un médicament, c'est rarement moins de 10 ans. Donc oui, on aurait peut-être pu accélérer les choses. Il faut maintenant boucler cette boucle. La thérapie génique, c'est vraiment un changement de paradigme dans le traitement d'un grand nombre de maladies. Donc aujourd'hui, 4 traitements sont disponibles en France. On attend plus d'une vingtaine de traitements à l'horizon 2030. Donc, c'est véritablement une technologie d'avenir. Et j'ai envie de dire que nous sommes vraiment pas loin d'y arriver. Donc, on a besoin de toutes les énergies, de tous les soutiens. Voilà, c'est donc la dernière ligne droite pour GenSight. Et notamment, on en a parlé, un news flow qui continuera à arriver tout au long de cette année 2024. Merci beaucoup, Laurence Rodriguez, directrice générale de GenSight, pour ces explications. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.